Le 6 septembre 2025 à 5, H-010 drones ukrainiens n'étaient plus qu'à 57 secondes de frapper la plus grande centrale nucléaire d'Europe. C'était une cible si sensible, si dangereusement inaccessible, que les Russes, chargés de sa protection, avaient baissé leur garde, persuadés que personne n'oserait jamais s'y risquer. Ils allaient donc bientôt se tromper de façon catastrophique. Il ne s'agissait pas d'une salve de missiles de croisière, mais d'un essaim de drones KHS-7, pesant chacun à peine 700 grammes et coûtant la somme dérisoire de 400 $. Grâce à la caméra du drone de tête, l'objectif était déjà visible le centre d'entraînement et de simulation de la centrale nucléaire de Zambie. Une petite icône clignotait avec une précision chirurgicale sur l'écran de l'opérateur. 300 mètres, 984 pieds de distance du cœur du réacteur actif. Soyons clairs sur la cible, l'Ukraine ne cherche pas à provoquer une fusion du cœur. C'est infiniment plus intelligent. Il vise le cerveau de la centrale, le centre de simulation de 50 millions de dollars, où les ingénieurs russes apprennent à éviter un second Tchernobyl. Sa destruction paralyserait la capacité de la Russie à exploiter son principal atout stratégique. C'est une opération risquée, mais potentiellement très lucrative. Si vous aviez été le planificateur de la mission, auriez-vous approuvé cette cible ou l'auriez-vous jugée trop dangereuse? À 14 km de là, dans un bunker secret près d'Orakiv, un technicien ukrainien guide l'essaim à l'aide d'un ordinateur portable vétuste. Son signal, une émission à saut de fréquence de 5,8 à 8 GHz, est un fantôme dans la machine changeant 1000 fois par seconde pour échapper à la guerre électronique russe. Sur sa carte tactique, la ZNPP est une forteresse. L'immense bulle rouge d'un système Kasuga 4 couvre 300 km à la ronde. Le radar du S. 400, telle une pierre tombale, balaie activement le ciel. Sur le papier, cet endroit est impénétrable. Cette symphonie de violence de 3 mois planifiée par la 47 et brigade de drones n'a pas commencé dans le ciel, mais dans les profondeurs troubles du fleuve Dnipro. Son objectif était de résoudre un problème simple mais mortel. Comment faire passer 10 minuscules drones à travers une forteresse valant des milliards de dollars? La réponse, on ne survole pas le mur, on passe en dessous. L'opération a débuté à 4h30 du matin. Sous le couvert d'un épais brouillard matinal, le drone sous-marin Maritska s'est glissé silencieusement d'un bateau de pêche civil et a disparu sous la surface. Pendant les 30 minutes qui suivirent, il se fondit dans le décor comme un crocodile dans une rivière boueuse à minuit totalement invisible. À 4h55, la partie la plus spectaculaire du plan commença. 2 missiles Neptune modifiés ont été lancés près de Zaporia. Leur cible n'était pas l'usine, mais un lance-roquettes multiple BM Trent Smerch positionné à proximité. Pour un civil, ce n'était qu'un gros camion avec des roquettes. Pour ces drones, c'est comme un fusil à pompe géant capable de saturer l'air d'éclat, anéantissant l'essaim entier. Aussi, avant même le début des hostilités, l'Ukraine a neutralisé cette arme. Pendant que les forces terrestres russes s'efforçaient de comprendre la disparition soudaine de leurs lance-roquettes, la seconde partie du plan se déroulait à Enerhodar Zone occupée par les Russes. Une équipe fantôme de 5 hommes, des forces spéciales ukrainiennes, infiltrées parmi l'ennemi depuis des semaines, passaient à l'action. Leur mission consistait à neutraliser les filets antidrones rudimentaires mais efficaces qui encerclaient l'établissement. À l'aide d'un brouilleur portatif, ils créèrent une petite brèche silencieuse. Ils éteignent des crocheteurs d'un braquage de banque high-tech. C'est alors seulement que la vedette du spectacle fit son entrée. À 5H Cerero, le drone sous-marin Maritka émergea silencieusement d'une zone préalablement repérée à seulement 5 km de l'usine. Une trappe étanche s'ouvrit dans un sifflement et 10 drones KHS-7, chacun armés d'une charge creuse de 1,5 kg, s'élevèrent dans les airs. 8 d'entre eux descendirent immédiatement à 40 mètres d'altitude, disparaissant dans le décor, mais 2 d'entre eux, chargés de fausses ogives, firent exactement l'inverse. Ils montèrent à 150 mètres d'altitude, devenant ainsi les cibles les plus faciles à atteindre dans le ciel. C'est une feinte classique de boxeur, forcer l'adversaire à suivre le jab pour qu'il ne voie jamais venir le crochet du droit. Le piège était tendu. La couche extérieure est le S. 400 triomphe, un système à 200 millions de dollars capable de suivre 300 cibles. Son opérateur, voyant 2 points apparaître sur son écran,
a parfaitement rempli sa mission. Mais voici son petit secret honteux alors qu'il a été conçu pour abattre des bombardiers. Demander à ce système de cibler un drone de 700 grammes, c'est comme utiliser un marteau de chantier pour casser une noix. C'est totalement disproportionné. L'étape suivante, c'est la pure force brute électronique, le Kasuga 4. Ce système monté sur camion couvre une zone de 300 km à la ronde, avec un brouillage efficace. Mais les drones KHS-7 utilisent un signal à sauce de fréquence qui change 1000 fois par seconde. Et puis, il y a les yeux dans le ciel, les drones de surveillance Orlan Dix qui tournent sans cesse. Leurs caméras infrarouges sont excellentes pour repérer les chars, mais à 4h30, elles ne voyaient que l'eau froide de la rivière, manquant complètement le passage silencieux de la Maritka en contrebas. À 5h. Tandis que l'opérateur du S-400 suit les deux drones leurs, la véritable raison du succès de toute cette attaque se trame au sein des 7 assaillants restants. Le cœur du KHS-7 est une puce d'intelligence artificielle. NVIDIA Jetson Nano 429 est du genre de celle qu'on trouve dans les projets de robotique des lycéens. Elle confère aux drones 2 avantages cruciaux. Premièrement, elle exécute l'algorithme de saut de fréquence pendant que le Kasuga 4 inonde la zone d'un mur massif de brouillage. Le Jetson Nano ordonne à la radio du drone de passer à une nouvelle fréquence 1000 fois par seconde. Deuxièmement, il assure la navigation optique. Le Kasuga a réussi à brouiller tous les signaux GPS, mais le drone n'en a cure. Sa caméra compare constamment le terrain au sol à une carte satellite stockée dans sa mémoire interne. Il ne reçoit pas d'instructions de l'espace, il lit les panneaux de signalisation. Il possède des yeux. On peut brouiller un signal, mais on ne peut pas brouiller le paysage. Ce cerveau est intégré dans un corps conçu pour une efficacité maximale. Le châssis en fibre de carbone ultra léger permet au drone de peser à peine plus de 700 grammes sans sa charge utile. Ainsi, la batterie LiPo haute performance n'est pas gaspillée à supporter le poids de la structure. Elle est petite. Elle est dédiée à l'alimentation de la puce d'IA et à l'extension de la portée du drone. C'est grâce à elle que le drone sous-marin Maritka a pu les déployer à une distance de 3 mètres que ces minuscules drones personnalisés pouvaient facilement couvrir. Et c'est là que la physique porte le coup de grâce au S-400. La taille minuscule du drone et sa structure en fibre de carbone lui confèrent une signature radar inférieure à celle d'un moineau. Les ordinateurs du S-400 sont programmés pour ignorer les petits oiseaux, car sinon ils passeraient leur journée à tirer des missiles valant des millions de dollars sur des volées de moineaux. Le KHS-7 est littéralement invisible à l'abri des filtres radars. Ils ont mis au point ce système pour chasser les lions, ignorant que les serpents sont déjà dans l'attente. Chez AR-502, Sergei, opérateur de S-400, est à l'œuvre. 2 missiles valant plusieurs millions de dollars jaillissant de leurs tubes fonçant sur les 2 drones leurs. Pour l'opérateur ukrainien Aori, c'est une réussite, mais c'est là que le plan a failli dérailler. Le Kasuga est une véritable bête de guerre, et sa puissance brute commence à perturber les flux vidéo des drones leurs, provoquant des scintillements et des distorsions. Et les Russes ne contentent pas uniquement sur ce système. Un drone Orlan Dix survolant la zone à haute altitude confirme les contacts grâce à sa propre caméra. L'opérateur du S-400 reçoit l'ordre d'abaisser son faisceau radar pour scanner l'altitude précise où se dissimule l'essaim d'attaque. Sur son écran horrissive, son rythme cardiaque s'emballe à cet instant. Le faisceau de recherche du S-400, tel une faux numérique, commence à balayer dangereusement près de l'essaim caché. Mais c'est à ce moment précis que l'équipe fantôme de 5 hommes d'année radar joue son atout maître. À 5H2 et 40 secondes, alors que les missiles russes se rapprochent, l'un d'eux actionne un interrupteur sur un boîtier noir non homologué. Il s'agit d'un dispositif de guerre électronique à courte portée. Il ne cherche pas à brouiller le signal du Kasuga. Il imite et corrompt le signal, créant une petite bulle localisée de pur charabia électronique. C'est comme essayer d'avoir une conversation sérieuse à côté de quelqu'un qui vous hurle des inepties. On finit par abandonner. L'opérateur radar russe, déjà concentré sur les leurs, navigue désormais à moitié à l'aveugle. Quelques secondes plus tard, ces missiles atteignent leur cible. Les 2 drones leurs se désintègrent sur le réseau de commandement russe. Victoire 2, cible neutralisée, c'est confirmé.
Sergei déclare avoir dépensé des millions pour éliminer 2 leurres à la 800 $ et ignore que les 7 véritables assassins ont réussi à passer le poste de sécurité et se dirigent maintenant vers le bureau du PDG. À 5H3, les 7 drones KHS-7 restants sont à l'intérieur du périmètre final et le commandant russe Sergei est glacé d'effroi. Il réalise que la trajectoire du drone les amène droit entre ses positions défensives et les silhouettes médites massives des bâtiments de confinement du réacteur. Ce n'est plus une simple attaque, c'est une prise d'otage où l'otage est une catastrophe nucléaire potentielle. Les tirs d'engagement doivent impérativement se dérouler à l'écart de toute structure sensible. Il hurle dans son casque, la voix étranglée par une terreur inédite. Il ne peut pas se contenter de remplir le ciel de vapeur. Chaque balle perdue pourrait déclencher un incident diplomatique. Les tourelles des Panzer scrutent frénétiquement leurs ordinateurs, cherchant désespérément un angle de tir dégagé. Un pilote de 28 AVOC, la main moite, ajuste son armement avec précaution, s'éloignant de l'usine, avant de faire feu. Cette hésitation, cette fraction de seconde de prudence forcée, est la seule opportunité dont disposent les Ukrainiens, mais les Russes sont des professionnels. Un Panzer verrouillait sa cible et tire abattant un drone dans une gerbe d'éclats. Le Mi-28 ajuste son angle et en détruit un autre avec son canon. Un second drone tirant en rafale contrôlée en détruit 2 autres. 4 drones de plus anéantis en quelques secondes. L'opérateur ukrainien à bord d'Orav assiste horrifié au démantèlement méthodique de son essaim d'attaque. 4, 5 puis 6 de ces drones clignotent affichant des signaux parasites. La défense russe, bien que contrainte, est d'une efficacité redoutable. Mais un drone a réussi à passer. À travers le chaos des balles traçantes et des éclats d'obus, un drone solitaire émerge tel un esprit vengeur. Son opérateur, le dernier survivant, a utilisé le chaos, la destruction même de ses camarades, comme un bouclier. Il suit une trajectoire audacieuse et imprévisible qui le maintient dans des zones mortes précises, là où les artilleurs ne peuvent se permettre de tirer. Son champ de vision est désormais un tourbillon vertigineux de béton. Sa cible n'est plus une grande bouche d'aération sur le toit. Il s'agit d'une simple grille d'aération au 3e étage du centre de formation. Un carré de métal sombre, pas plus grand qu'une boîte à pizza. C'est le point d'entrée chirurgical, un trou de serrure, qui garantit l'absence de dommages collatéraux. Son cœur bat la chamade, mais ses mains sont d'une précision chirurgicale. Il s'agit d'enfiler une aiguille à 530 km/h. Sur son écran, une petite icône clignote. Ogive armée. Un clic numérique discret résonne dans son casque. En pénétrant dans la structure, il murmure, tandis que le drone s'enfonce dans l'étroit conduit d'aération obscur. L'image de la caméra n'est plus qu'un flou claustrophobique de gaines métalliques. Il est à l'intérieur. Pour Sergei, qui surveille ses écrans radars, la dernière cible vient de disparaître. Il expire, persuadé d'avoir gagné. Il ignore que la balle fatale se trouve déjà à l'intérieur de la maison. Pour le tireur ukrainien, le monde n'est plus qu'un tourbillon claustrophobique de tôle qui défile à toute vitesse. Il navigue à l'aveuglette, se fiant uniquement à un plan 3D du bâtiment gravé dans sa mémoire par des mois d'études. Il compte les virages les virages à gauche à droite, puis une courte montée verticale. Son objectif n'est pas la pièce elle-même. Il s'agit du conduit d'alimentation principal et des baisses de serveurs du simulateur de réacteur de 50 millions de dollars. À 5003S et 43S, il aperçoit un ensemble d'électronique bourdonnante. Il effectue une dernière petite correction grossière et pousse le manche vers l'avant. Le flux vidéo de la caméra FPV se transforme en un écran blanc statique. Dans son casque, un dernier claquement satisfaisant. L'opérateur dit avoir une voix calme et professionnelle. Allumage secondaire confirmé. La cible est sombre. Dehors, les gardes russes ne voient presque rien. Une petite volute de fumée noire s'échappe d'une bouche d'aération au 3e étage. Les lumières du centre d'entraînement vacillent une fois, 2 fois, puis s'éteignent complètement. Pas d'explosion, pas de rugissement assourdissant, juste un silence soudain et angoissant. Pour Sergei, c'est le silence le plus terrifiant de sa vie. Voici maintenant l'explication physique de cet assassinat parfaitement maîtrisé. La charge creuse de 1,5 kg n'a pas fonctionné comme une bombe, mais comme un scalpel à plasma. Le jet de cuivre en fusion propulsé à plus de 700 mètres par seconde.
a transpercé le mur de béton armé de 25 cm d'épaisseur situé derrière les serveurs, comme s'il s'agissait d'une simple cloison sèche. Il a ensuite vaporisé les baies de serveur principal et sectionné le bus d'alimentation principal du bâtiment. Les conséquences stratégiques ont été immédiates et dévastatrices. Le centre d'entraînement d'une valeur de 50 millions de dollars et unique en son genre en territoire occupé a été détruit à 80%. Les médias d'État russes sont restés muets. Comment expliquer cela? Selon les estimations officielles, sa reconstruction prendra 18 mois et coûtera plus de 60 millions de dollars. 18 mois durant lesquels ils ne peuvent ni former ni certifier de nouveaux opérateurs pour exploiter les 6 réacteurs VVR-10 000. Ils contrôlent physiquement la centrale, mais l'Ukraine vient de prendre la main sur son avenir opérationnel. Alors voici la question que je vous pose. Auriez-vous pris cette photo en sachant que vous pilotiez un drone à 400 $ à seulement 300 mètres d'une centrale nucléaire avec le sort d'un continent potentiellement en jeu? Faites-moi part de votre avis dans les commentaires. Au final, pour le prix d'une voiture d'occasion, l'Ukraine a réalisé un coup stratégique décisif. Ils ont prouvé que dans la guerre moderne, il n'est pas nécessaire de disposer d'une armée d'1 milliard de dollars pour vaincre une superpuissance. Il vous suffit d'un plan plus astucieux, de quelques drones bon marché et du courage d'un seul opérateur pour mener à bien une mission parfaite. Si vous avez apprécié de voir une forteresse à 1 milliard de dollars se faire piéger par un drone bricolé, faites-nous plaisir et cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'une leçon de guerre asymétrique ou qui aiment simplement voir un tyran se faire remettre à sa place. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour être les premiers informés de la prochaine fois qu'un général russe subira une très mauvaise correction.